Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je poursuis, en fait, cette confession inopinée, impromptue et plutôt imprévue, finalement. Hier, je ne m'attendais pas à vous raconter les sévices corporels que nous avons tous subis collectivement dans cette école primaire, école Sacré-Cœur, Plessis, rue Angle, Ontario. Et ce qui m'avait échappé également, c'était, vous vous rendez compte, le directeur, au fond, était un pédophile. Le directeur de notre école était un pédophile, car il administrait ses sévices corporels avec sa ceinture, dit autrement sa strap. Et cela durait, ça durait pas juste 2, 3 minutes, ça durait un bon, euh, un bon 10 minutes. Et le professeur continuait, lui, de son côté, à donner son cours, mine de rien, hein, comme si rien ne s'y déroulait dans la classe au-dessous. Et quand je racontais également, peut-être n'ai-je pas été assez clair, que ceux qui écoutaient, qui relevaient la tête, qui ressortaient la tête de leur cahier, de leur livre, et qui écoutaient ceci comme de la musique, c'est qu'en fait, ils se préparaient à aller défier ce, cet infâme directeur. Et ce qui apparaissait comme étant de la musique était en réalité une préparation à la guerre. Moi, je ne me souviens pas d'avoir levé la tête hors de mon cahier, si ce n'est qu'à la dérober pour observer ces valeureux combattants qui étaient pour défier ce directeur. Que sont-ils devenus, ces jeunes garçons de 8, 9 ans qui ont été battus ainsi? On imagine sans peine qu'ils sont devenus des délinquants assez rapidement. Qu'il y a eu une sorte d'escalade, le directeur a voulu les casser, il les a confiés à d'autres instances qui à leur tour ont voulu les casser et qu'ils sont entrés dans une révolte qui les a conduits sans doute à devenir des criminels professionnels ou simplement à se suicider. Je ne crois pas qu'aucun d'entre eux n'a réussi à survivre à cette épreuve. Alors, je vous racontais hier également que le dévoilement du concours auquel j'ai participé à titre de jury, eh bien, avait lieu à cette école-là. Et j'étais accompagné de Madame André Yanakopoulou. Et je lui racontais que lorsque nous étions enfants, je lui avais raconté cet épisode-là. Et je lui racontais également que nous jouions au FLQ, que nous nous considérions à 8, 9 ans comme des felkistes. Nous comprenions bien la portée révolutionnaire et la colère de ces jeunes terroristes. Nous les admirions. Et la connexion entre terrorisme et criminalité, elle est ténue. Et on peut le voir dans les banlieues parisiennes, où des jeunes, désœuvrés, mal intégrés, en colère, ayant une soif d'absolu, une soif de justice, finissent par trouver leur vocation dans le djihadisme, finissent par trouver un lieu où ils vont être accueillis, où ils pourront être des héros, où ils pourront enfin avoir un rapport de force avec cette République qui n'aura pas su les accueillir, qui n'aura pas su les intégrer. Alors nous comprenions cela, nous, à 8, 9 ans, que la colère peut être politique. Que s'est-il passé? Eh bien, vous le savez, les années 70 ont été des années de très grande répression du peuple québécois.
Octobre 70, les mesures de guerre. Je m'en souviens très bien. Dans ce quartier pauvre et violent de Montréal, il y avait un couvre-feu. Et je nous revois, je ne sais si j'étais avec cet ami, Gaëtan, que je salue à nouveau, et je nous revois cachés derrière des voitures, voyant les fourgons de l'armée canadienne roulant dans les rues vides et silencieuses de la rue Ontario. Déjà, nous les détestions, ces soldats. Nous étions habitués à détester la police. Eh bien là, maintenant, nous détestions ce qui nous apparaissait comme la police des polices, l'armée. Alors donc, Madame Yanakopoulou, dont j'ai bien hâte de lire le livre, prendre acte, eh bien, je lui expliquais ça qu'au fond, enfant, nous rêvions d'être des felkistes. Que sommes-nous devenus? Eh bien, on le sait, Mom Boucher, qui est issu pratiquement du même quartier que le mien, en tout cas d'un quartier assez semblable, est devenu le chef des Hells Angels. Et beaucoup de ces jeunes hommes-là de l'est de la ville ont trouvé dans la criminalité un lieu de réalisation personnelle et un lieu où ils pouvaient enfin en découdre avec la société. C'est assez effrayant, mais c'est comme ça. Et ce potentiel révolutionnaire, eh bien, aujourd'hui, est évanoui. Il est simplement confiné à des activités criminelles. Alors voilà, voilà. Je pourrais aussi vous raconter bien d'autres choses, toutes ces choses-là que j'ai vues tout au long de ma petite enfance et qui m'apparaissent relevées des histoires de Charles Dickens. Même moi, j'ai du mal à y croire d'avoir vécu tout cela. Et nous faisions également des promenades vers l'ouest de la ville. Nous allions nous balader du côté des riches. Nous savions que les riches existaient. Mais ce que nous ne savions pas encore, c'est que nous n'existions pas aux yeux des riches. Nous étions des non-êtres. Alors aujourd'hui, quand j'entends tous ces trémolos, tous ces commentaires pleurnichards sur la pauvreté des enfants, ça me révolte. Ce ne sont pas les enfants qui sont pauvres. Ce sont les adultes. Et ce sont d'autres adultes qui font subir cette pauvreté à d'autres adultes. Les enfants en paient la note, vrai, mais c'est des adultes qui font souffrir d'autres adultes. Et ça me lève le cœur. Je pourrais l'accepter, je pourrais vieillir en sagesse, mais je ne sais pas si c'est cela, justement, vieillir en sagesse, que d'accepter l'inacceptable. J'aurais envie de vous dire, j'aime mieux mourir dans mon sang que mourir dans ma merde. J'aimerais mieux mourir les armes à la main que mourir dans une couche. Je conclue en vous disant que j'ai fini par penser que le militantisme politique, que je n'avais jamais connu avant il y a 2 ans, 1 an et demi, avant le printemps québécois, je le vois là comme un signe de maturité psychologique. C'est important de penser à soi, jeune, c'est important de faire sa place, de réaliser sa carrière, ses projets artistiques, professionnels ou familiaux. Mais il vient un moment où, quand on a accompli ce qu'on avait à accomplir, eh bien, il faut transmettre quelque chose aux autres. Et à mon avis, ce passage-là se fait dans la cinquantaine et dans la soixantaine. Et ceux qui manquent cette étape-là dans le processus psychologique de la maturité, eh bien, se retrouvent bien seuls à 70 et à 80 ans. Qui aura envie de s'occuper de quelqu'un qui n'aura pensé qu'à lui tout au long de sa vie? Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles, envisageables, imaginables, souhaitables. Allez, Inch'Allah.